Le restylage d'un modèle à succès est toujours une étape délicate pour un constructeur, surtout quand le modèle en question est tout simplement la voiture la plus vendue en Europe. La Dacia Sandero caracole en effet en tête des classements devant les Renault Clio, Peugeot 208 ou encore la Volkswagen Golf. Et pourtant, Dacia a décidé, et il n'avait pas le choix, de passer par la case bistouri pour cette troisième génération de Sandero apparue, on le rappelle, fin 2020. Il y a donc bien sûr des changements en termes d'esthétique, en termes d'équipement et de motorisation. On a une voiture qui doit normalement consommer moins, être plus performante et dont le prix n'a quasiment pas évolué. Alors, est-ce que c'est aussi idéal dans la réalité que sur le papier? On va voir ça tout de suite. Bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de la nouvelle Dacia Sandero Stepway Eco G120. Je vous l'ai dit, la Sandero, c'est un modèle capital pour Dacia. C'est le véhicule le plus vendu de la gamme. Cette troisième génération a déjà 5 ans de carrière au compteur. Et tout l'art du restylage, eh bien, ça consiste à garder ce qui plaît sur un véhicule tout en lui donnant un petit coup de jeune pour relancer les ventes et confirmer sa place de leader dans le cadre de la Sandero. Alors les modifications esthétiques, elles sont assez subtiles. Elles commencent essentiellement par la face avant. Alors vous le voyez ici avec une nouvelle calandre dite Pixel avec ses petits points. Alors c'est pas entièrement gratuit, ça rajeunit évidemment la voiture, mais ça annonce aussi également la nouvelle identité Dacia qui va se répandre sur de futurs modèles qui apparaîtront au cours de cette année 2026. Le bouclier également a changé, il est un petit peu plus anguleux et il utilise à son tour le plastique d'E-Starkle, ce plastique recyclé fait à partir de 20% de polypropylène recyclé. Ça permet à Dacia d'améliorer un petit peu son éco-score en utilisant des matériaux de réemploi. Et puis ça donne un look encore un petit peu plus baroudeur, puisqu'ici, vous l'avez vu, on est sur une version Stepway. Les nouveautés esthétiques concernent également la version normale de la Sandero. Autre changement en dehors de cette calandre et de ce bouclier, on a également ces nouvelles optiques avec une nouvelle signature lumineuse dite en T inversé, avec toujours ce petit point ici qui rappelle évidemment la calandre. Pour le reste, pas de révolution, la ligne de la Sandero plaît et Dacia a évidemment décidé de la conserver telle qu'elle, surtout sur cette version Stepway qui se vend à peu près en Europe aux 2/3 par rapport à la version Sandero classique. En France, la répartition c'est un petit peu 50-50 pour la version Sandero tout court et la version Sandero Stepway. Elle est évidemment rehaussée, on retrouve les barres de toit modulaires, ça c'est un petit peu la nouveauté quand la voiture est apparue il y a 5 ans. Et puis on va aller voir aussi, il y a des petits changements à l'arrière qui sont un petit peu plus subtils. On va voir ça tout de suite. Un restylage, ça doit être beau, mais ça doit également, si possible, ne pas être trop cher. Et Dacia a bien appliqué la recette pour l'arrière de sa nouvelle Sandero Stepway. Il y a des changements, mais on a réussi à conserver quand même la plupart des pièces de l'ancienne génération, notamment ce bouclier. C'est la même pièce de plastique. En revanche, on retrouve ces nouveaux inserts qui rappellent également le look un petit peu plus baroudeur de la voiture et qui sont également en Starkle d'ailleurs, comme les passages de roue. Les phares, tout pareil, eh bien, ils ont la même forme que ceux d'avant. Pas de nouvelles pièces de carrosserie, ça aurait été coûté trop cher pour un simple restylage. En revanche, on constate qu'on a également cette nouvelle signature lumineuse en T inversé avec des masques avec un phare entièrement transparent. Et puis, petite nouveauté qui est spécifique à la version Stepway, c'est ce bandeau transversal qui relie les deux feux. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça me fait un petit peu penser au bandeau qu'on retrouve sur la Renault 5 électrique, sauf qu'ici eh bien, on est chez Dacia, il ne s'agit pas d'une pièce de plastique texturée, mais d'un simple bandeau, c'est beaucoup moins cher et l'effet finalement est assez réussi. On a parlé de l'esthétique, mais la véritable nouveauté, elle se situe sous le capot de cette nouvelle gamme Sandero. On retrouve un seul moteur qui est repris de l'ancienne génération, c'est le SCE65, disponible uniquement sur la Sandero classique. On a également un 3 cylindres 1 litre en TCE 100 sur la Sandero normale et en TCE 110 sur la Sandero Stepway. Mais la grande nouveauté, c'est ce nouveau moteur Eco G120. Nouveau parce que, eh bien, on ne repart pas du 1 litre précédent qui servait de base à l'Eco G100, mais du moteur 1,2 litre qui est apparu chez Renault voici maintenant à peu près 3 ans avec le Renault Austral et qui est décliné un petit peu à toutes les sauces sur les gammes Renault comme sur les gammes Dacia. Ce moteur 1,2 litre, c'est un moteur turbo à injection directe. C'est le même en fait que l'on va retrouver en version TCE 130, TCE 140, également Eco G 140 sur le Bigster par exemple. Sauf qu'ici, il est dit en version low spec. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que c'est un moteur au rabais. C'est le même moteur qu'on va retrouver notamment sur la nouvelle Clio de 6e génération. C'est en fait un moteur qui a été débarrassé de certaines fonctionnalités des versions les plus puissantes pour tirer les coups vers le bas et pouvoir lui permettre de trouver sa place sous le capot de la Sandero.
à un coût beaucoup plus Dacia. Alors en fait, ce qu'a fait Renault, c'est qu'ils ont enlevé l'arbre d'équilibrage, on le verra à la conduite, ça a des petites conséquences en termes de vibration. Ils ont également supprimé la vanne EGR, mais ils ont gardé l'architecture classique, je vous l'ai dit, c'est un 3 cylindres, injection directe à cycle Miller, donc travailler surtout pour le rendement et la consommation. Et puis évidemment, ici, il est en version GPL. Le GPL, on le sait, c'est un petit peu la solution de Dacia pour éviter l'électrification trop rapide et trop coûteuse. Le GPL permet de gagner évidemment en CO2, c'est environ 10% d'économie par rapport à une version essence standard, et ça permet aussi d'avoir des prestations en termes d'autonomie et d'économie de roulage qui sont plutôt intéressantes. C'est donc un moteur dit bicarburation, capable de fonctionner à l'essence comme au GPL. Sauf que à l'essence, il va développer 115 chevaux, il va en faire 120 au GPL, et on a également une différence en termes de couple, 190 Nm à l'essence, 197 Nm au GPL. Le GPL a un indice d'octane un petit peu supérieur à celui de l'essence, ce qui permet de tirer un petit peu plus de puissance quand l'installation est optimisée. Donc c'est un moteur qui progresse quand même pas mal par rapport à l'ancienne EcoG100, plus de cylindrée, plus de puissance, plus de couple, et on a également un réservoir plus grand. Sa capacité a progressé d'environ 25%, on était à 40 litres avant, on est à 50 litres désormais, comme le réservoir d'essence, ce qui donne en théorie à cette Dacia Sandero EcoG101 une autonomie totale de plus de 1300 km. L'intérieur aussi a droit à son lot de modifications, mais on va d'abord commencer par ce qui ne change pas, en l'occurrence l'habitabilité. Elle reste généreuse à l'avant, on a de la place pour un conducteur, même d'un gabarit, on va dire pudiquement généreux. On a de la place pour les jambes, on a une belle amplitude de réglage, donc là-dessus ça ne change pas, la Sandero donnait déjà satisfaction en termes d'habitabilité à l'avant. À l'arrière, c'est pas mal du tout non plus. Alors forcément, on est sur une citadine d'un petit peu plus de 4 mètres. On a moins d'espace que dans un Jogger, que dans un Duster ou a fortiori un Bigster. Mais malgré tout, on a de quoi loger assez confortablement 2 adultes ou 3 enfants. Ça sera pas forcément la voiture principale du foyer, mais on peut quand même envisager de grands trajets avec enfants, bagages, etc. Des bagages, justement, ça permet de parler du coffre, puisque ce coffre, il conserve une capacité assez intéressante de 320 litres. C'est une bonne valeur pour la catégorie. Et la bonne nouvelle, c'est que le gros réservoir de GPL, je vous l'ai dit, qui passe à 50 litres, il n'impacte pas la capacité de ce coffre, qui reste, je vous l'ai dit, une très bonne valeur et qui permet de charger quand même pas mal de bagages. Donc pas de gros changements en termes d'habitabilité. Ce qui change, on va le voir, c'est plutôt au niveau des équipements électroniques et également de la boîte de vitesse. Alors on retrouve la planche de bord que l'on avait auparavant sur la Sandero. Il n'y avait pas vraiment de raison de la changer, c'est une planche de bord qui est assez ergonomique, qui est bien dessinée. On retrouve ici, en fonction des versions, différentes insertions de textiles ou alors comme ici, de ce que Dacia appelle le microcloud, donc c'est-à-dire c'est un revêtement lavable assez résistant, donc il est bien en accord avec la vocation un petit peu baroudeuse de l'auto. En dehors de ça, ce qu'on va d'abord remarquer ici, c'est ce nouveau combiné d'instrumentation numérique. En soi, c'est pas une nouveauté. Il est issu notamment des Duster de 3e génération. On le retrouve aujourd'hui sur toute la gamme de la Spring jusqu'au Bigster. Donc c'est un combiné d'instruments qui ne cherche pas à en mettre plein la vue. On n'est pas comme chez certains constructeurs avec des grandes tablettes où on se bat à coups de pouces et de fonctionnalités. C'est assez simple. C'est bien disposé. On a des petits modes qui permettent d'afficher les informations de l'ordinateur de bord. Comme on est sur une version GPL, on a aussi une fonctionnalité qui est assez pratique, qui est d'avoir l'affichage des 2 jauges en même temps, de la jauge d'essence et de la jauge de GPL. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour le reste, un combiné numérique tout à fait classique. L'autre nouveauté, c'est l'arrivée au milieu de la planche de bord de ce nouvel écran de 10,1 pouces. Ça, c'est plutôt pas mal parce que l'ancien combiné de 8 pouces, déjà, il était un petit peu petit et il commençait à être un petit peu vieillissant au niveau de l'interface. Là, c'est pareil, Dacia a repris le modèle que l'on trouve sur le reste de la gamme, notamment Duster et Bigster. C'est un combiné qu'on peut avoir en 2 versions. La version dite Media Display, qui ne va avoir que la réplication smartphone, Android Auto, Apple CarPlay, ça c'est tout à fait classique. Et puis cette version qu'on a sur les finitions un petit peu plus haut de gamme, qui intègre une navigation connectée, qui n'est pas forcément indispensable, mais qui est quand même assez efficace. Donc on a une dalle qui est plus lumineuse, plus grande bien sûr, plus réactive. Donc ça c'est pareil, ça participe au petit progrès qu'on a sur un restylage. On reste sur un intérieur plutôt simple, fonctionnel, avec une ergonomie qui finalement fait référence dans la catégorie. Il n'y a pas de surenchère technologique et ça c'est plutôt pas mal à l'heure actuelle où on se bat souvent à coups de grand écran et de fonctionnalités.
Alors malgré tout, même si Dacia veut éviter cette surenchère technologique, la marque est quand même obligée de se conformer à la législation, notamment en ce qui concerne les aides à la conduite. Là aussi, l'ergonomie, elle est plutôt bien étudiée avec toujours ce système MySafety Perso qui permet de régler les aides à la conduite que l'on veut activer ou pas et que l'on peut surtout désactiver d'un seul geste avec le petit bouton qui est juste là, le petit bouton MySafety Perso qui permet d'un seul clic de désactiver tous les bips un petit peu trop présents, mais ça, c'est pas un défaut inhérent au Dacia, c'est obligatoire sur la plupart des voitures. Ce qu'on remarque également, c'est ici ce nouveau détecteur qui va servir à la surveillance d'attention du conducteur, qui va détecter les signes d'assoupissement. C'est là aussi quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui. L'autre nouveauté en termes d'équipement, c'est l'arrivée des rétroviseurs qui sont toujours électriques et dégivrants, mais qui sont désormais rabattables électriquement. Là aussi, c'était une demande de la clientèle. Petite amélioration, on a désormais la caméra dite multivue. Alors attention, c'est pas une caméra 360, c'est une caméra à la Dacia. On a 4 caméras qui permettent d'avoir une vision de l'avant du véhicule, de l'arrière, classique, c'est automatique quand on passe la marche arrière, également des côtés, mais c'est plus simple qu'une vraie caméra 360, ça limite les coûts et ça rend les mêmes services. Dernière nouveauté d'importance à bord de cette Sandero, vous le voyez ici, le petit sélecteur de boîte automatique, car oui, désormais, la Sandero Eco G120 est disponible soit avec une classique boîte manuelle à 6 rapports ou une toute nouvelle boîte EDC à 6 rapports également, boîte donc à double embrayage. C'est une boîte, alors elle ne sort pas de n'importe où cette boîte, elle est déjà utilisée depuis un peu plus de 2 ans sur le Renault Kardian, qui est une version Renault de la Sandero, utilisée en Amérique du Sud notamment. Elle est commercialisée sur toute l'Amérique latine et c'est une boîte qui a été prévue pour supporter des conditions de roulage bien plus sévères que chez nous en Europe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la fiabilité. Cette boîte automatique à double embrayage, elle est disponible, je vous l'ai dit, sur l'Eco G120, sur la Sandero classique comme sur la Sandero Stepway, et elle est fournie de série, ça c'est quand même assez rare, surtout sur cette catégorie de véhicules, avec des palettes au volant qui permettent de passer au besoin les vitesses manuellement. Alors je sais pas pour vous, mais moi cette boîte automatique, j'ai envie de l'essayer. Je vous propose tout de suite qu'on passe à l'essai roulant de cette nouvelle Sandero Eco G120 EDC à 6 rapports. L'ancien moteur Eco G100 s'est vendu à près d'1 million d'exemplaires en 5 ans de carrière. C'était le moteur préféré des clients de la Sandero et c'est un petit peu normal parce que c'était un moteur qui était agréable, suffisamment performant, qui convenait bien pour emmener cette voiture. Et puis avec le GPL, il proposait bien sûr un coût d'utilisation qui était imbattable. Donc inutile de dire que ce nouvel Eco G120 était attendu au tournant. Alors qu'est-ce qu'il vaut en conditions réelles ? Il n'y a que du progrès. Forcément, on s'y attendait à la lecture de la fiche technique. On a plus de cylindrée, plus de puissance, plus de couple. Et c'est assez sensible. Alors non pas que l'ancien moteur était insuffisant, mais là en fait c'est que du mieux. On a par exemple les performances qui progressent assez significativement, avec un 0 à 100 qui est de 10 secondes au GPL, 11 secondes à l'essence. Et ça permet d'ailleurs de constater qu'il y a bien une différence entre le mode essence et le mode GPL. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a environ 5 chevaux de différence, 10 Nm de différence également en termes de couple. Et c'est assez sensible. Alors, non pas pour la puissance proprement dite, mais surtout pour la souplesse du moteur, puisque au GPL, le couple maximum est atteint à 1750 tours minute. Et ça fait la différence, notamment ici. Sur les petites routes de montagne qu'on est en train d'emprunter pour notre essai, on se rend bien compte que ce moteur au GPL, il a plus de ressources. Il est très souple, il est très agréable, il est plutôt silencieux pour un 3 cylindres. En revanche, comme je vous en ai parlé, quand on a abordé le chapitre de la mécanique, on a un moteur qui est privé d'arbre d'équilibrage. Ça se ressent pas trop à la conduite dans les tours. En revanche, le seul petit défaut qu'on va pouvoir lui trouver, c'est que au ralenti, notamment en ville, on va ressentir un petit peu plus de vibrations qu'à bord des versions 1,2 litre plus puissantes. Malgré tout, par rapport à l'ancienne Eco G100, il n'y a pas vraiment de différence. C'est un moteur qui reste assez discret pour un 3 cylindres, plutôt agréable à utiliser, et je vous l'ai dit, des performances en nette hausse. Pour la partie consommation, c'est difficile aujourd'hui de tirer un bilan vraiment significatif de notre essai. On est, je vous l'ai dit, sur des routes de montagne, ça monte pas mal, il y a beaucoup de virages, donc on est sur une consommation un petit peu plus élevée que ce qu'il faudrait, d'autant qu'on dispose de véhicules qui ne sont pas encore rodés. Et on le sait, un moteur GPL a besoin de plusieurs milliers de kilomètres pour donner le meilleur de lui-même en ce qui concerne la consommation. Malgré tout, on peut déjà constater qu'on va être à peu près sur une moyenne de 8 litres. Alors, avec des grands écarts, en zone de montagne, par exemple, on va plutôt être aux alentours des 9-10 litres. Sur autoroute, aux alentours des 9 litres. Sur une route un petit peu plus plate, réseau secondaire, on pourra largement tomber sous la barre des 8 litres. Bref,
On verra plus tard sur nos bases habituelles combien consomme réellement ce moteur, mais en tout cas, on peut déjà constater qu'il n'est pas plus gourmand que l'ancien, alors que les prestations en agrément comme en performance sont nettement en hausse. Maintenant, en ce qui concerne la boîte de vitesse, alors on se souvient que sur la précédente Sandero, la seule boîte de vitesse automatique qui était proposée l'était uniquement avec le moteur essence, le TCE 90, et c'était une boîte à variation continue empruntée à Nissan. Alors une boîte qui était très douce, mais qui malgré tout, eh bien, en termes de performance, laissait un petit peu sur sa faim. Une boîte qui avait un petit peu des effets de patinage, c'est normal. La technologie d'une boîte CVT, forcément, génère beaucoup plus de patinage. Ici, on est avec une boîte à double embrayage, je vous l'ai dit, et bah forcément, on a des rapports qui passent beaucoup plus rapidement. La boîte en elle-même est très douce, elle est assez réactive, alors c'est vrai, parfois, on aimerait bien avoir un petit peu plus de contrôle sur la boîte. Il peut lui arriver d'attendre un petit peu trop longtemps pour passer le rapport supérieur. Et ben dans ce cas-là, il suffit d'utiliser les palettes au volant. On appuie pendant 2 secondes sur la palette de droite et là, on se sert des palettes de droite et de gauche pour monter et descendre les rapports. C'est très rapide, il n'y a pas d'à-coup, c'est plutôt pas mal et ça permet une conduite un petit peu plus dynamique. Alors, dynamique à bord d'une Sandero, ça peut paraître un petit peu curieux de dire ça, et pourtant, le châssis il reste égal à ce qu'on connaissait auparavant sur la Sandero. On est avec la même base roulante, la plateforme CMFB que l'on connaît sur les Clio de 5e et 6e génération. On a juste ici des réglages de train roulant qui sont un petit peu moins dynamiques. Néanmoins, la voiture offre déjà suffisamment d'agréments en termes de tenue de route. C'est certes pas la plus dynamique du segment par rapport notamment à une Peugeot 208 ou à une Clio de 6e génération, mais ça reste tout à fait correct. On a un train avant qui n'est pas paresseux, on n'a pas une tendance trop marquée au sous-virage, donc c'est une voiture qui accepte qu'on hausse un petit peu le rythme, ce qui va un petit peu brider l'enthousiasme à bord de cette version Stepway. Et là, c'est vraiment propre à la version Stepway qui est rehaussée. On a forcément un compromis de suspension qui doit tenir compte de cette garde au sol supplémentaire, de ces débattements de suspension un petit peu plus amples, et du coup, on a parfois un réglage qui est un petit peu plus percutant. On va avoir un ensemble un petit peu plus homogène sur la Sandero classique et une suspension à la fois plus douce et également plus efficace, notamment sur les enchaînements de virages. Néanmoins, ça reste d'un niveau tout à fait correct, ça suffira à l'immense majorité des conducteurs. La Dacia Sandero n'est pas une voiture au rabais par rapport à ce qu'on peut trouver chez d'autres constructeurs. La Sandero propose un rapport performance-agrément qui est tout à fait au niveau de la concurrence, à un prix bien inférieur. Et en tout cas, ce qu'on peut dire au terme de ce premier essai, c'est que le nouveau moteur EcoG 120, non seulement il fait mieux que son prédécesseur, mais il est, là encore, largement au niveau de ce qu'on peut trouver ailleurs, avec en plus l'avantage du GPL qui permet une réelle économie d'usage. Et en plus, on va le voir en conclusion quand on va parler des tarifs à l'achat. Un dernier petit mot en ce qui concerne cette nouvelle motorisation, cette fois sur les voies rapides et l'autoroute. C'est probablement ici qu'on ressent le plus la différence de puissance et de prestation par rapport à l'ancienne EcoG 100. Plus de puissance, plus de couple et surtout de bien meilleures reprises et une bien meilleure résistance à la charge, notamment lorsqu'on va voyager à plusieurs avec des bagages ou autres. On a plus d'allant quand il va s'agir de franchir des grandes rampes d'autoroute, également de doubler. Bref, c'est là qu'on ressent le plus l'apport des 20 chevaux. Et ce moteur EcoG 120 pourra cette fois convaincre ceux qui étaient un petit peu réticents à l'EcoG 100, qui trouvaient qu'il manquait un petit peu de punch, notamment sur autoroute. Il accroît vraiment la polyvalence de la Sandero, ce qui en fait presque une petite routière, et en tout cas capable sans aucun problème d'affronter des grands parcours autoroutiers. Alors, il est temps de faire le bilan de l'essai de cette nouvelle Sandero Stepway. On va d'abord parler des tarifs. Les tarifs augmentent de seulement 200 € par rapport à l'ancienne génération, ce qui est plutôt inhabituel chez Dacia ces derniers temps, qui avait tendance à un petit peu augmenter ses prix. Là, on dirait que c'est un petit peu terminé, et tant mieux, parce qu'on a un prix de départ en finition Stepway Essential avec l'EcoG 120, qui est de 16 350 €, 200 € de plus que l'ancienne version, je vous l'ai dit. Notre modèle, lui, en version Stepway extrême, toujours en EcoG 120, mais cette fois-ci en boîte automatique. La boîte automatique représente un surcoût de 1 600 €. On est exactement à 20 250 €. C'est même moins cher que l'ancienne version TCE 90 CVT, l'ancienne boîte automatique, qui était, on l'a dit, un petit peu moins performante et surtout avec un moteur, cette fois-ci, lui, beaucoup moins performant. Et on a au passage le GPL. Donc au final, c'est plutôt une bonne affaire. Tellement une bonne affaire d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de concurrence à opposer à cette Sandero Stepway. On a bien entendu la Citroën C3, mais dont les prix démarrent
pareil aux alentours des 15-16 000 euros, mais avec un moteur essence qui est plus pénalisé au niveau du malus, parce que ici, on a des rejets de 116 grammes qui ne valent une pénalité que de 230 euros sur cette version Stepway. Au final, la plus dangereuse concurrente de la Sandero Stepway, ce sera la Sandero tout court, qui pour 1 500 euros de moins propose des prestations équivalentes, un petit peu meilleures même en termes de confort et de tenue de route. Bref, comme d'habitude, cette voiture, elle reste un petit peu sans concurrence sur le marché. C'est la force de Dacia et on l'a vu, il y a une augmentation des prestations, un moteur plus performant, pas forcément beaucoup plus économique, mais en tout cas, on reste sur un coût d'utilisation qui est assez imbattable grâce au GPL. On le rappelle, un carburant qu'on trouve en moyenne aux alentours de 90 centimes du litre. Donc forcément, on va réaliser des économies par rapport à une version essence. Je vous l'ai dit, les prestations augmentent, plus de performance, plus d'agrément, plus de couple. Et puis cette boîte automatique qui est finalement très réussie. Elle est plus performante que l'ancienne boîte CVT. Bref, avec ce restylage, on ne fait que gagner sur tous les plans. Un petit peu plus moderne esthétiquement, un équipement au goût du jour, des tarifs qui n'augmentent pas. Bref, on se demande bien ce qui pourrait empêcher cette nouvelle Sandero, qu'elle soit Stepway ou que ce soit une Sandero classique, de continuer à occuper la première place des ventes du marché européen, en tout cas sur le marché des citadines. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu, que vous y aurez trouvé toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Sandero, est-ce que vous la préférez en version classique ou en version Stepway. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur largus.fr pour d'autres essais. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt, toujours sur largus.fr. Au revoir.